Fiction service et histoire vraie. Parce qu'on est toujours entre les deux. Les choses qui vous ouvrent au fantastique, elles vous arrivent d'abord dans la vie ordinaire. Et c'est parce que dans la vie ordinaire, soudain, on est confronté à quelque chose qu'on n'explique pas, à quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Le réel apparaît dans ces strates immergées, ces strates profondes, qui peuvent être des strates hostiles, mais qui sont aussi des strates qui vous accueillent et vous donnent autre dimension de vous-même. Et le récit fantastique, c'est celui qui vous initie à ces strates souterraines, profondes, même si ça ne participe plus de l'expérience directe, mais qu'on la reconstitue, et qu'on la reconstitue comme franchissement des apparences du réel. Et donc, pour approcher l'histoire fantastique, il y a besoin de revenir traverser les moments, et les revenir traverser même à distance, les revenir traverser obstinément, de façon récurrente, les reproduire si on peut. Les rares moments de sa propre biographie où, malgré soi, on a traversé ces surfaces d'apparence. Alors à la fois, c'est une histoire que je vais raconter qui est loin dans le temps, mais ces moments sont tellement rares dans une vie qu'après tout, vous les gardez toute la vie. Vous savez en reproduire les conditions. Quelle que soit la ville, quelle que soit la nouvelle aventure, vous serez happé par cette intensité qui vous a traversé à ce moment-là, qui est aussi un rapport à l'espace, au temps, à la perte de soi-même. Alors je remets un petit peu dans le contexte. C'était en 1978. Vous voyez comme c'est loin. Mais j'avais 25 ans. Je venais de monter à Paris. Je cherchais du travail, je fais des agences d'intérim, rue Lafayette, dans le 9e. On m'envoie à Vitry. Je ne savais même pas autour de Paris où ça se trouvait, la ville de Vitry. Vous voyez l'état dans lequel j'étais. On m'envoie dans une usine de soudage, et quand j'arrive à l'usine de soudage, on me dit « Oui, c'est pour le soudage par faisceau d'électrons ». Je ne savais même pas ce que c'était. Je me souviens d'être dans une petite salle d'attente et de regarder leur catalogue pour voir à quoi ça ressemblait, le soudage par faisceau d'électrons. Je me suis dit « Bon, c'est pas pour moi, quoi. Mais tant pis, on va voir ». Et là, on m'envoie au service des essais, et là, on m'envoie un gars qui s'appelait Roland Barbier. Roland Barbier était ingénieur, ce que moi j'étais pas, j'avais pas le diplôme, en charge de cette machine sur laquelle lui venait de bosser, à préparer pendant plusieurs mois, qui allait être démontée, transportée à Moscou, et là, il fallait la réinstaller, refaire tous les réglages, faire les opérations, construire les opérations dont avait besoin le client, toute une série de tests sur des barres de titane, et puis former les gens qui allaient se servir de la machine. Ça supposait d'être 3 mois sur place. J'arrive à ce Roland Barbier, qui n'avait pas forcément une bonne réputation dans l'usine, un peu distrait, un peu agité, mais en tout cas, il faisait le job, hein. Première chose qu'il me demande, mais 3 mois à Moscou. Or, moi, je demandais que ça. Voyager. J'étais monté à Paris. Allons plus loin. Au contraire, je crois aussi que j'avais des choses à régler du point de vue de la politique, de toutes ces années étudiantes. Et puis, croyez-le que ça y a aidé assez vite et assez radicalement. Puis c'est toute une question de civilisation. Je lisais des livres aussi. On allait toutes les semaines à la bibliothèque de l'Institut français. Roland et moi, on empruntait des livres. Je me souviens même de quelque chose qui m'avait très heurté. La bibliothécaire qui me dit « Mais vous devez faire beaucoup d'orthographe ». Ma fierté à ne jamais en faire. « Ben oui, vous lisez si vite ». Mais c'est pas que je lisais vite, c'est que tu fais quoi la nuit, sinon lire? L'autre chose qui nous avait beaucoup surpris, on venait nous chercher le matin à l'hôtel avec un petit bus, soi-disant avec un traducteur, mais le traducteur, c'était plutôt quelqu'un chargé de notre surveillance, en gros.
bon, vous travaillez dans le domaine militaire, c'est comme ça. Et le bus s'en allait en périphérie de Moscou. Alors évidemment, je suivais sur le plan où on nous emmenait. Et les endroits où on nous emmenait, c'était des zones qui ne figuraient pas sur le plan. Ça se perdait, les rues s'en allaient dans une zone un peu grise, floue. Ça faisait partie de ce dérangement qui s'installait, de la perception de l'espace. Roland Barbier, s'il avait fait ce contrat pour Moscou, c'est pas la première fois qu'il venait monter une machine à Moscou, c'est que lui-même était marié à une Russe. Je crois que son prénom c'était Irina. Irina, au bout du premier mois, l'a rejoint avec leurs 2 enfants et là, ils étaient hébergés dans la belle famille de Roland, qui a quitté l'hôtel. J'étais plus que seul à l'hôtel. Les 2 gars qui étaient venus avec nous, ajusteurs, électriciens, câbleurs, étaient repartis aussi. Et ben, gentiment, il m'invite un soir à venir dîner avec eux 4 chez la belle famille. Tu verras, à la Russe. L'hôtel était près d'un lieu de Moscou qui s'appelait Oktobskaya Plochad, la place d'Octobre. Ça, je connaissais bien. Et il m'a dit, c'est facile, il y a un bus direct qui part d'Oktobskaya Plochad. Bon, évidemment, c'est énorme, Moscou. C'est 40 minutes, 50 minutes. Et puis, il m'avait écrit le nom de l'arrêt. Alors, se débrouiller dans la langue écrite en cyrillique, quand même, au bout d'un mois de Moscou, je commençais un petit peu. Et même, j'avais acheté une méthode de russe, au moins 3 semaines ou un mois avant de partir. Je m'en souviens, un petit livre gris, cartonné, aux pages assez fines à l'intérieur. L'autre jour, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Pourtant, c'est jamais un livre dont je me serais débarrassé, cette méthode russe. Mais bon, ça se perd, hein, les livres. Donc, au bout de 3 mois, globalement, tu sais un petit peu baratiner. Tu commences à faire des discussions toutes décousues avec des mots sans substantif, sans déclinaison, sans grammaire, sans rien. Mais tu y arrives. Il m'en reste quoi? Bon, il m'en reste des petites bribes. Kolocho, très bien comme ça. Spasiba bolshoi. Merci bien. Il me reste aussi Payakale Rabotet. Fini le travail pour aujourd'hui. Qu'elle est aussi avec Zaftalautalam Tovarech. On verra ça demain. Bon, sous le thé, la manière russe, on avait fini par s'y habituer. Il ne me reste pas grand-chose d'autre. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. J'ai eu autre chose à faire. Je ne suis pas retourné ensuite. Je ne suis jamais retourné à Moscou. J'aimerais bien. Ça, c'est pas fait. Alors, j'ai Oktobskaya Plochad. On m'avait bien expliqué la station, parce qu'un bus, évidemment, ça a 2 sens, hein. Et quand c'est le soir, déjà en ce début d'automne, début d'octobre, c'est pas facile de se repérer dans ces sinuosités. Le bus s'en va et la ville de Moscou se refait un petit peu sans cesse, identique à elle-même. On est dans des zones de forêt, de premières dachas, ces petites cabanes, et puis ça continue. Il m'avait dit d'aller un petit peu avant le terminus. Je crois que j'ai loupé. Déjà, je pense que c'est ça qui m'a ensuite un peu perturbé. Je revois le terminus de ce bus en pleine forêt, une espèce évidemment de, pas de rond-point, mais de place plus ou moins aménagée ronde pour que le bus puisse faire son demi-tour et repartir. L'arrêt où on vous descendait, la petite cabane en face où on attendait pour repartir. Je revois le chauffeur du bus s'installer au fond. Je vois aussi un petit stand, vous savez, où il distribuait, c'était populaire à Moscou autrefois, le kvass, cette espèce de boisson un peu marron qui sert, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, une sorte de réglisse. Enfin bon, kvass, vous pouvez aussi à grignoter là-dedans. Et puis, moi j'avais loupé, mais l'arrêt était juste avant, en fait. Donc je commence à reprendre le chemin inverse. Ce que je n'avais pas compris, c'est que en se refaisant à l'identique partout, la ville de Moscou n'a pas vraiment de limite. C'est-à-dire,
C'est des petits trucs qui partent dans un sens, qui partent dans un autre, mais c'est des rues dans la forêt, avec les maisons un peu dissimulées, c'est pas forcément des noms de rues, c'est pas forcément des numéros. Donc je suivais l'itinéraire du bus, je crois qu'effectivement je suis arrivé à un autre arrêt, là où celui où j'aurais dû descendre, qui n'était pas assez loin que ça, peut-être 2 stations avant. J'étais en retard, il commençait à faire nuit, mais c'était pas grave. Roland m'attendait. Vous croyez que c'était l'époque des téléphones portables? Oh là là, on était 20 ans avant. Et je me revois à cet endroit qui était effectivement celui où j'aurais dû descendre. Et là, il fallait aller où? Est-ce qu'il m'avait fait un petit crowbar sur un papier? En tout cas, peut-être que même le crowbar correspondait pas. J'ai commencé à partir en étoile. Et de temps en temps, vous rencontrez des gens qui marchent pressés. Mais bon, vous venez d'Europe occidentale, vous n'êtes pas habillés, coiffés comme eux, vous ne parlez pas la langue. Un peu de méfiance. Je montrais le papier avec l'adresse. Personne ne savait si c'était pas là. Ou alors on vous montrait un endroit, on montre un endroit, on montre un autre. Finalement, j'étais revenu là où il y avait cet arrêt de bus, reparti dans l'autre sens. Et c'était bien trop tard, quoi. Je pouvais même pas prévenir Roland. Quoi faire d'autre? Et je crois que j'avais perdu l'arrêt de bus. J'étais là, dans ces forêts, des petites maisons, mais tu vas pas sonner aux portes là-bas. Et puis quand tu parles rien de la langue, j'allais quoi leur dire? Tu rentres chez quelqu'un à 9h du soir et tu leur dis «Поехали работать, завтра утром, товарищ, спасибо большое, хорошо». Ah non. Et moi je demandais Moscou. Je savais que Moscou, ça se disait Moskva. Alors, les gens que je pouvais attraper, je leur signifiais l'autobus Moskva. Moskva. Par exemple, c'est compliqué aussi quand vous faites ça au Japon. Mais le Japon, il y a toujours une astuce que je finis par trouver. Vous le baragouinez en italien. L'italien, je baragouine déjà un peu mieux. C'est-à-dire que vous êtes au Japon, je ne sais pas comment dire où est la gare, mais si vous dites Dove la stazione, prego, et ils comprennent que ça veut dire où est la gare, s'il vous plaît. Donc au Japon, si tu baragouines un peu en italien, ils arrivent à ce que le mime de la langue, l'élan de la langue, permettent cette compréhension qui fait qu'on t'aide. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que pour eux, on y était à Moscou. Moscou, c'est l'ensemble. C'est peut-être ça, ou si vous dites Paris, île de la Cité, Tour Eiffel, il y a quelque chose de géocentré dans nos villes, en tout cas dans notre coin, à nous, de la topographie. Mais pour eux, la topographie était différente. Moscou, c'est une sorte d'écosystème, c'est une sorte... C'est-à-dire, tous les endroits qui constituaient loin de Moscou, l'agglomération de Moscou était Moscou. Alors moi, je demandais Moskva, mais tu y es à Moskva. Dans Moscou, où qu'on soit dans Moscou, on est à Moscou. Et là, c'était ça, là où a commencé un petit peu la terreur. C'est-à-dire, tu ne sais plus la direction, tu ne sais plus où partir. Comment tu rejoindras Moscou alors même que tu y es déjà? Évidemment, il n'était pas question de taxi, cabine téléphonique, je ne savais pas m'en servir. La ligne d'autobus, je crois que peut-être j'ai fini par retrouver la ligne d'autobus. À cette distance de temps, les souvenirs s'éloignent, les souvenirs se concatènent, les souvenirs se mêlent les uns aux autres pour ne plus faire qu'une perception. Mais je crois que cette perception d'être quelque part dans la ville, et tu ne sais plus comment est la ville. D'être un moment dans la nuit de la ville, et que tu ne sais plus comment revenir à ton point de départ, dans la part éclairée de la nuit de la ville. Cette perception, maintenant, je l'ai constamment. Elle ne s'est jamais affaiblie. Même dans les lieux qu'on fréquente les plus ordinaires, dans sa vie quotidienne, à chaque moment, elle peut ressurgir. C'est ce petit fragment de la question du fantastique que je voulais
Aujourd'hui, mettre en partage. Est-ce que c'est raconter une histoire? Je ne le sais même pas.